Bonsoir Alexander Nikolic. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eurodéputé du Rassemblement national, il y a plein de sujets d'actualité à vous soumettre, les mesures ciblées du gouvernement sur le prix des carburants, votre bilan municipal et bien sûr la présidentielle qui se prépare. Mais on va commencer avec l'Iran et cet attentat déjoué, attentat terroriste, déjoué dans la nuit de vendredi à samedi. Le lien très clairement avec le conflit en Iran est fait par le ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous craignez une forme d'exportation du conflit sur notre sol? Oui, à la fois par des individus qui se sentent liés à l'Iran, certains aussi qui peuvent être carrément aidés par le gouvernement iranien, par des proxys. On le voit dans d'autres pays où ça a été le cas. Ce type de menace, on l'a vu dans d'autres pays européens déjà. Là, ça touche pour la première fois la France, peut-être, si c'est vraiment lié à l'Iran. Et on peut croire le ministère de l'Intérieur qui doit avoir des éléments. Donc évidemment, c'est un risque. C'est la France qui est visée ou ce sont les intérêts américains? Là, il semble que c'était les États-Unis. En tout cas, c'est ce que quand on vise à une institution américaine, on peut penser que c'était les États-Unis qui étaient visés, mais ça se passe sur le territoire français. Donc, on peut déjà féliciter nos services pour avoir identifié le risque et empêché justement cet attentat. Qui ont été un peu aidés manifestement parce que un partenaire étranger, c'est une information France Télévisions, sans doute les renseignements américains, qui ont alerté nos forces de police. La menace est détectée sur les réseaux sociaux et la BAC planquait à 3h du matin. Donc il a fallu quand même qu'on soit renseigné. Est-ce qu'on est suffisamment armé pour protéger nos concitoyens, les synagogues, les ambassades? Nos services font du bon boulot, mais après, le risque zéro ne peut pas exister. En fait, quand au regard de la menace qui est plurielle, évidemment qu'il y a un risque. Et aujourd'hui, c'est tendu. Donc, effectivement, et c'est parfois alimenté aussi par certains mouvements politiques. Je pense à la France Insoumise, qui sont dans une condamnation de ce qui se passe en alimentant il n'y a rien à voir avec ni l'attentat. Non, mais je dis en France, ça peut être alimenté quand même par une partie de la gauche qui... C'est un peu quand même d'aller un peu loin là, parce que cette partie de la gauche. Je dis en tout cas sur l'opposition. Ne dis pas qu'il faut poser des bombes. N'excuse pas les poseurs de bombes. Bien sûr, mais par contre, si on parle d'histoire, il y a eu parfois des liens quand même avec le gouvernement iranien. Vous saviez, le mouvement Fateh, qui était un mouvement de gauche en Iran, d'ailleurs, ça s'est retourné contre eux, qui était communiste, qui soutenait le mouvement de Khomeini, et Libération ou d'autres mouvements de gauche ont soutenu cette révolution. C'est pas une blague, mais aujourd'hui encore, vous avez dans les manifestations de gauche des drapeaux iraniens islamistes, pas avec le et des drapeaux palestiniens. Et c'est alimenté. C'est un conflit qui est importé sur le territoire français. Bien sûr, c'est une opinion. Mais en tout cas, c'est alimenté. Et ça peut donner des idées, malheureusement, à des gens qui vont plus loin sur la violence. Oui, bien sûr, mais je disais que l'importation de ce conflit, en tout cas, est faite par la France Insoumise et certains mouvements de gauche. C'est comme ça l'attentat. Pour revenir à l'attentat, justement. Mais là, on parle Snapchat. Vous m'avez posé la question sur cet attentat précis. J'ai dit que nos services avaient fait du bon boulot et pour l'instant, on a très peu d'éléments. Donc, excusez-moi de me positionner précisément. Donc, on n'a pas découvert la France Insoumise comme commanditaire. Mais ensuite, je disais que l'importation de ce conflit et le fait que ce conflit soit présent dans des manifestations, sur les réseaux sociaux de manière très importante en France, est alimenté par des mouvements de gauche. Ça me semble assez évident. Je ne dis pas que les mouvements de gauche appellent à la violence. En tout cas, ils importent le conflit, c'est évident. 17 ans, l'auteur présumé, recruté, Laurent le disait, sur Snapchat, un réseau social, contre 600 € pour déposer un engin explosif artisanal. En fait, qu'est-ce que vous proposez pour vous attaquer aux plateformes? Parce que il est là aussi le problème. Vous pouvez recruter des jeunes tueurs très facilement aujourd'hui sur Internet. Oui, donc il va falloir encore mieux détecter effectivement ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je vois d'ailleurs très souvent de multiples appels au meurtre et tout qui ne sont pas détectés. Qu'est-ce que le RN propose ? Et donc il va falloir effectivement qu'il y ait des condamnations aussi pour les menaces qui sont proférées sur les réseaux sociaux pour que ça serve d'exemple. Il faut mettre en cause les propriétaires des réseaux. Non, mais il va falloir que les services français identifient encore mieux et qu'on s'adapte justement en recrutant encore, en s'adaptant à cette menace alimentée sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est pour les auteurs, mais
Oui, bien sûr. Vous ne pensez pas que les réseaux sociaux ont une responsabilité? Non, moi je pense que c'est les auteurs. Je ne pense pas que le problème, ce soit Twitter, Facebook, le groupe Meta ou autre. Je pense que c'est ceux qui profèrent des menaces. Vous voyez, je ne pense pas que Zuckerberg... Oui, il je ne pense pas. Sur Facebook, c'est dit, on va... Oui, mais il est diffusé parce que le contrôle est très compliqué. Enfin, excusez-moi, mais mettre en place... C'est pas vrai, ils contrôlent très bien leur propre... Quand ils veulent pas d'un message, ils l'enlèvent. Écoutez, je pense que chaque pays... Quand ils veulent pas d'un message, ils l'enlèvent. Chaque pays, mais très à la marge, parce que c'est très compliqué. Ils ne veulent pas le faire, ça leur coûte de l'argent. Non, mais c'est très compliqué à identifier. Donc je pense. C'est parce que ça leur coûte de l'argent qu'ils ne le font pas, mais ils peuvent le faire. Mais écoutez, je dis que c'est important aussi qu'il y ait cette liberté de s'exprimer sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce que la loi ne soit plus respectée. Et la loi française. C'est pas de la liberté que c'est ce que je vous dis, monsieur Geoffroy, si vous pouvez m'écouter. Je dis la loi française, c'est justement de condamner les appels au meurtre, le racisme, la violence de tout ordre et la diffusion sur ces réseaux sociaux. Et donc, on doit identifier les personnes qui les profèrent. Mais moi, je considère que si dans la rue, dans un train, il y a quelqu'un qui profère des menaces, ce n'est pas de la responsabilité de la SNCF. C'est avant tout de la responsabilité de l'individu qui doit être arrêté et condamné. Si, monsieur. La guerre en Iran. La guerre en Iran, s'il vous plaît. Avançons. Parce qu'on a beaucoup de thèmes à vous dire. Il faut identifier les personnes et les condamner. C'est dit, vous l'avez dit. Donc la guerre en Iran. Toucher à Musk, c'est ça le message. Non, il l'a dit. Il ne faut surtout pas toucher aux multinationales américaines. C'est ça votre message. Mais monsieur, je vous dis encore une fois, vous essayez de cibler un moyen, justement, et on voit que dans d'autres pays, il y a une loi européenne ou d'autres pays qui essaient de limiter ces réseaux sociaux, il y a une loi européenne qui l'interdit. Qui interdit quoi ? Qui interdit la diffusion d'appels à la haine sur les réseaux. Le DSA, on est évidemment. Non mais il y a une loi, mais vous faites bien comme sûr. Je suis au Parlement européen. J'ai écouté ces débats. Comme si elle n'existait pas. Allez, il faut qu'on puisse passer. Changeons de sujet. Je pense que c'est un sujet aussi franco-français et qu'on a des lois qui protègent les individus. Il faut qu'elles soient appliquées, y compris sur des moyens numériques qui sont des moyens technologiques modernes et qu'on doit s'adapter. Et la loi et la justice doivent s'adapter à ça. Vous êtes sur la ligne de Trump. Non, pas du tout. Vous voulez un laisser-aller justement peut-être et qu'il n'y ait pas de condamnation des individus, mais peut-être de ceux qui laissent passer le message. Je pense que le meilleur moyen d'éviter les choses, c'est de condamner les individus. Je viens de vous dire le contraire. Je crois à la responsabilité individuelle. C'est dit, vous l'avez bien expliqué, priorité à la poursuite des auteurs. La guerre en Iran qui entraîne aussi la flambée des prix des carburants. Vendredi, le gouvernement a annoncé un déblocage de 70 millions d'euros à destination des gros rouleurs, des agriculteurs et des pêcheurs. Mesure ciblée pour le mois d'avril, mais qui pourrait être renouvelée si besoin. Et mesure, a dit le gouvernement, destinée à compenser la hausse de 20 centimes le litre de gazole. C'est bien, c'est déjà ça, au vu des déficits abyssaux qui sont les nôtres ? C'est bien mince. Alors, il y a une urgence. Bon, il y a certains métiers qui ne vont pas être concernés. Je pense aux infirmières libérales qui, par exemple, roulent énormément, qui ne vont pas être concernées par cette mesure. Et surtout, c'est très minime. Là, on parle de 70 millions en tout. Je rappelle que ce qu'on propose, nous, c'est enfin de diminuer la pression fiscale, et notamment la TVA, à la fois sur le produit, c'est-à-dire le prix du carburant, qui a pour le coup énormément augmenté. Alors vous avez entendu le ministre de l'économie, il vous dit que ça coûte beaucoup trop cher. Mais c'est plusieurs milliards, voire 10 milliards d'euros, 6 à 10 milliards. Ça a été fait dans d'autres pays, en Espagne notamment, et c'est les socialistes qui sont au pouvoir. Mais bien sûr, mais c'est bien le problème en fait. C'est que moi je veux bien qu'on ne prenne pas conscience du souci qu'on a de l'augmentation des prélèvements obligatoires dans le PIB, le fait qu'on soit passé en 50 ans de 40% de dépenses publiques dans le PIB à 57% de dépenses publiques dans le PIB, que les prélèvements obligatoires de la même manière sont montés maintenant pour réduire le déficit, vous proposez de l'augmenter quoi. Non, pas du tout, justement. Mais non, monsieur, on propose justement de diminuer la pression fiscale et donc diminuer les prélèvements obligatoires dans le PIB. Ça est justement pour quelque chose qui touche énormément de gens, sur la TVA par exemple, et diminuer les dépenses publiques. Après, je peux vous expliquer comment on va diminuer les dépenses publiques, parce que c'est le sujet. Il n'y a pas un pays de l'OCDE qui a 57% de dépenses publiques dans le PIB. Et là, au regard de l'urgence, c'est ce qu'on dit nous, c'est qu'au regard de l'urgence, il faut baisser cette TVA. Pendant la période justement où le prix a fortement augmenté, c'est ce qu'ont fait d'autres pays, pas sur les 12 mois, on le fera plus tard quand on va justement pouvoir être au pouvoir et diminuer ces dépenses. Vous savez bien qu'il y a des automobilistes et ensuite vous avez des mesures qui ne coûtent rien, si je peux. Qui n'ont pas l'extrême urgence d'avoir leur facture réduite. C'est injuste, puisque vous ne ciblez pas précisément, ça profite à tous. Est-ce que c'est bien calibré? Toutes les classes moyennes, justement, qui sont obligées dans la ruralité d'utiliser leur véhicule, sont concernées, effectivement. Vous dites aussi, et juste me permettre, il y a des mesures, par exemple, qui ne coûtent rien. Les certificats d'économie d'énergie, qui sont montés depuis le 1er janvier à 17 centimes. C'était 11 centimes à peu près en 2025, 2024, 2023. Là, on monte à 17 centimes par litre.
eh bien ça sert à financer des mesures idéologiques. Par exemple, sur les voitures électriques, eh bien, nous, on dit que ça ne coûte rien et que cette fausse transition énergétique... C'est pas idéologique, c'est écologique. Non, c'est pas écologique. Pour vous, c'est écologique et non, idéologique. Non, c'est pas écologique. Attendez, laissez-moi terminer une phrase, parce que si vous coupez à chaque fois, on ne peut pas discuter. Ce sont des mesures écologiques, vous pouvez les contester, mais ce n'est pas des mesures idéologique, ou alors vous appelez idéologique tout ce qui est écologique. Pas du tout. Mais écoutez, le modèle des écologistes, par exemple, il est appliqué en Allemagne. Ils émettent plus de gaz à effet de serre que nous, notamment parce que la transition énergétique, qui est d'abandonner le nucléaire pour l'éolien et le photovoltaïque, qui coûte beaucoup plus cher et qui, au final, entraîne une dépendance au charbon et au gaz, entraîne plus d'émissions de gaz à effet de serre. Je pense que toute la vision qu'on a, justement, en sortant de cette idéologie et qui s'appuie sur la science et les chiffres, montre qu'au final, on émet à terme moins de gaz à effet de serre en faisant en sorte de produire localement, par exemple, et en choisissant une énergie, en l'occurrence le nucléaire et l'hydraulique, qui permettent d'être indépendants et de ne pas émettre de gaz à effet de serre. En tout cas, je voudrais corriger un point, on n'a pas abandonné le nucléaire, on est un des pays les plus nucléaires du monde. On est à 70%, mais il y a eu une volonté politique depuis le début des années 2000 et depuis Dominique Voynet, vous avez dit abandonner le nucléaire, de diminuer la part du nucléaire. Et d'ailleurs, je vois qu'Édouard Philippe est très bon dans le sondage. On vient de relancer toutes les centrales. C'est lui qui a fermé Fessenheim avec les conséquences que ça peut avoir avec Fessenheim qui aurait pu durer jusqu'en 41. Mais il a fallu justement une prise de conscience, et notamment par exemple au sein du Parlement européen et aussi en France depuis au Parlement européen depuis quelques semaines, mais en France depuis 2-3 ans. Mais on a perdu 15-20 ans malgré les alertes qu'on avait pu faire en disant que justement il fallait miser sur le nucléaire. Et comme sur d'autres sujets, on avait une fois raison. Juste un mot sur le climat. Une citation de Marine Le Pen disait qu'il fallait sortir du nucléaire. Non, elle n'a jamais dit ça. Je vous enverrai la vidéo. C'est faux. Bon, le climat de violence contre les élus est assez impressionnant sur cette poste municipale, bien qu'il n'y ait pas de passage à l'acte. On est dans un climat d'incivilité. On a vu des scènes à Mantes-la-Jolie, au Blanc-Ménil, à Creil, d'humiliation du maire sortant, parfois même un peu d'intimidation. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous comprenez ce climat? Les cas que vous évoquez, c'est systématiquement des victoires de la gauche qui ont mis la pression justement, et de l'extrême gauche plutôt, qui ont mis la pression sur les élus sortants, les menaçant, les insultant. Il y a même une ancienne maire socialiste de Creil qui a dit qu'on l'a traitée de sale mécréante, qui s'est faite insulter justement par cette gauche de plus en plus radicale, qui est parfois condamnée par le centre-gauche. De mort proférée à Arcachon, de la part d'un élu LR. Absolument, ça vient aussi de la droite également. Pas du RN en l'occurrence, mais effectivement, c'est assez banal ce que je vais dire, mais on condamne toutes ces violences, on s'en inquiète évidemment, mais excusez-moi de noter qu'il y a un relativisme par rapport à ça, justement, cette violence, au point que certains ont excusé qu'un militant politique ait été tué, en l'occurrence Quentin, mais ça dépasse ça. Moi, je vais vous dire, ça fait des années qu'on voit, nous, de jeunes militants qui sont parfois frappés, violentés. Je pense au jeune Le Camus qui avait été frappé alors qu'il buvait un verre en terrasse à Bordeaux. Je pense à 2 jeunes qui allaient juste à l'université à Rennes et qui ont été frappés. Et ce qu'on peut constater et qui ont voulu être lynchés. Le RN n'a aucune part de responsabilité dans ce climat, parce que quand on voit l'ambiance à l'Assemblée nationale, on peut dire que ça peut nourrir parfois. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Je pense sincèrement des tensions dans le pays. Il faut qu'on s'exprime toujours de manière très polie, respectueuse. Quand on s'engage en politique, on pense tous avoir raison par définition. Et on pense avoir des meilleures idées que les autres. Il faut avoir conscience de respecter les idées des autres et le faire démocratiquement. En l'occurrence, moi, je vous le dis, plein de fois, on l'a tous subi quand on est au Rassemblement national. Des violences, des menaces sur des marchés ou autres. Et on ne le dit pas. On ne le dit pas parce qu'on se dit que ça va freiner l'engagement militant de la part d'autres. Mais ça arrive avec cette gauche radicale qui relativise cette violence, ces mouvements antifa par exemple, oui, qui sont, excusez-moi, mais dangereux, qui considèrent que l'adversaire, par ses idées, serait déjà dans une forme de violence, on ne sait pas pourquoi, alors qu'on défend des idées démocratiquement, et justifie des violences gratuites contre des individus qui boivent un verre en terrasse ou qui vont juste à l'université. Vous avez raison sur ce point, c'est-à-dire que c'est absolument honteux d'aller attaquer des gens sous prétexte qu'ils ont gagné les élections, que vous avez perdu, ou le contraire. C'est totalement contraire à toute tradition républicaine, et ça vient souvent, ça c'est vrai, pas que, mais ça vient souvent de l'extrême gauche, ça c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas nier non plus, puisque vous êtes revenu plus en arrière,
qu'il y a aussi une violence, je ne dis pas de votre parti, ou pas forcément de votre parti, mais de l'extrême droite qui existe, qui est forte. Et il y a eu des tentatives d'attentats, des bagarres, des gens qui sont morts. Ça, on ne peut pas dire c'est l'extrême gauche et puis de l'autre côté, il y a que des petits seins. C'est ridicule. Non, mais en l'occurrence... D'accord. Mais évidemment qu'on est d'accord. Évidemment qu'on est d'accord. En l'occurrence, là, dernièrement, on a vu de manière plus importante. Mais toute la violence d'extrême droite et ce qu'il y a derrière l'extrême droite de ces groupes radicaux, anciens identitaires ou autres, avec le racialisme, le racisme qui est porté aujourd'hui, évidemment qu'on le condamne comme la violence. Mais excusez-moi, ce même racialisme, ce même antisémitisme, aujourd'hui, il vient aussi des rangs de cette extrême gauche. Moi, je suis choqué quand j'entends Éric Coquerel dire il faut que les élus du 93 aient la même couleur de peau que les habitants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... C'est pas du racisme. Si, c'est du racialisme. Choisir les gens, choisir les mandats des gens selon la couleur de peau, c'est du racialisme. Je condamne aussi, d'ailleurs. C'est du racialisme. Mais oui, c'est prendre les gens par leur race. Donc, j'aime pas ça du tout. Mais c'est pas du racisme. Donc vous êtes d'accord avec moi, monsieur? C'est pas non plus du racisme. Je voudrais qu'on revienne sur... J'ai dit du racialisme. Oui, mais c'est un mot... Vous l'avez dit, vous n'avez pas dit racisme, c'est vrai. J'aimerais qu'on parle des municipales et de votre bilan. C'est vrai que vous avez gagné beaucoup de villes moyennes. Agde, Carcassonne, Liévin, Saint-Avold, Montargis, Tarascon. Je ne vais pas faire toute la liste. Mais vous butez, et c'est vrai, parce que il faut le reconnaître, à Toulon et à Nîmes, c'était vraiment des villes sur lesquelles vous misiez énormément. C'est-à-dire que les grandes villes, il y a toujours ce plafond de verre. Il y a un vote anti-RN qui fait qu'à chaque fois, vous n'arrivez pas à capitaliser sur des grandes métropoles. Et c'est pourtant là qu'il y a le plus d'électeurs, puisque dans les grandes villes, c'est là qu'il y a le plus d'habitants. Pour la présidentielle, ça va peser. Est-ce que ça vous inquiète? Alors déjà, il y a eu un sondage post-municipal qui dit que pour 52% des Français, c'est le Rassemblement national qui sort grand vainqueur de ces élections, y compris des gens donc, qui ne partagent pas nos idées. Moi, j'écoute aussi ce type de sondage. Mais ce que je constate dans les faits, c'est que toutes les communes du Rassemblement national qui avaient été gagnées en 2020, sans exception, tous les maires qui avaient donc gagné en 2020 ont été réélus dès le premier tour. Oui, parfois à plus de 80%. Ça montre bien que d'ailleurs, il y a une satisfaction quand la politique du Rassemblement national s'applique. À Marseille, à Toulon. Et ensuite, je poursuis, je constate qu'on passe de 9-10 communes à 70 communes avec nos alliés, y compris des grandes villes, madame. Excusez-moi, mais Nice est une grande ville. Oui. Nice est une grande ville, Carcassonne est une ville-préfecture. Vous avez un certain nombre de villes moyennes, mais qui sont quand même d'une taille assez importante, qu'on a pu remporter, et on est le parti qui a connu cette plus grande progression. Ouais, mais il y a le contre-exemple de Toulon. Et Toulon, malheureusement pour les Toulonnais, qui n'a pas été remporté. Je ne suis pas sûr que les Toulonnais se plaignent à ce point-là, parce qu'ils ont déjà été... Attendez, ne me coupez pas avant que j'ai fini. Ils ont déjà été gouvernés par le RN. Ils ont gardé un très mauvais souvenir de l'ancien maire du RN. Oui, ça va bien d'ailleurs. Non, mais... Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Mme Lavalette a eu du mal. Mais ce qui est frappant à Toulon, c'est qu'il y a eu effectivement de manière un peu inexplicable, ce front de tout le monde, disparate de tout le monde. Il a fallu ça pour empêcher leur Lavalette de l'emporter d'ailleurs. Elle avait un niveau très fort au premier tour. Et je constate... Juste effectivement, comme je disais, j'ai dit malheureusement pour les Toulonnais, parce que si tous nos maires ont été réélus de 2020 et parfois à plus de 80%, on est le seul parti qui a vu tous ces maires réélus comme de la même manière, eh bien ça montre bien que les gens, même qui votaient pas RN d'abord, eh bien dans un premier temps, avec la gestion du Rassemblement national, se mettent à voter massivement pour le Rassemblement national. Malheureusement, les Toulonnais ne vont pas avoir le bénéfice de cette gestion. Sur la ligne, il faut qu'on avance à plein de sujets. Avançons. Sur la ligne, on a du mal à comprendre, l'impression qu'il y a une vraie divergence entre Marine Le Pen et Jordan Bardella sur l'union des droites. Certes, la main tendue de Jordan Bardella à la droite sincère n'a pas été saisie, puisqu'il y a eu très peu d'alliances dans ces municipales, et tous ceux qui, à LR, avaient décidé de s'allier au RN ont été exclus. Il n'empêche, le Rassemblement national n'a jamais prôné l'union des droites. Et Jordan Bardella a l'air de quand même laisser la porte ouverte. Est-ce que vous êtes de droite? Est-ce que vous êtes de droite, Alexander Nikolic? Vous savez ce que répondrait Marine Le Pen? Elle dirait qu'on est un parti ni droite ni gauche. Est-ce que vous êtes de droite? C'est pas ce qui compte aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes catégorisé à l'extrême droite par le ministère de l'Intérieur. Mais on a du mal à situer la ligne politique. Précises que et ce sera fondamental pour 2027. Marine Le Pen dit ni droite ni gauche. On s'adresse à tous les Français. Pas d'alliance d'appareil. Au soir du premier tour des municipales, Jordan Bardella a cassé cette ligne. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Qui gouverne? Non, mais je vous explique pourquoi. Parce que effectivement, aujourd'hui, il y a plus d'électeurs à droite qui partagent nos idées. Les anciens électeurs, les électeurs de gauche qui ont basculé au Rassemblement national, ils ont souvent déjà fait cette bascule. Et la gauche, aujourd'hui, s'enfonce
sur des idées qui sont aux antipodes des nôtres. Donc effectivement, moi je regarde le fond, mais c'est parce que ça ne correspond plus à une forme de gauche historique. Par exemple, moi je peux être d'accord avec la gauche passée qui était très laïque et qui aujourd'hui devient bigote quand il s'agit de complaisance avec l'islamisme. La sortie du sacré pour la pensée, c'est une idée de gauche. Et aujourd'hui, elle est véhiculée par nous, par exemple. Mais vous parlez pas, parce que là, vous mettez toute la gauche dans le même sac, mais il y a des gens très laïques à gauche. Mais elle se perd par elle s'associe à la France insoumise presque systématiquement dans toutes les municipalités. Je vais dire pourquoi je dis ça. Parce que quand on regarde les résultats des élections, par exemple aux européennes, parce que vous avez l'air de dire qu'à gauche, il n'y a que la France insoumise. Mais non, c'est pas vrai. Il y a aussi une autre gauche qui domine la ligne idéologique. L'autre est laïque et républicaine et de manière absolument impeccable. Mais alors pourquoi s'ils n'ont rien à voir, celle-là aux européennes est devant. Elle n'est pas derrière, elle est devant. Mais pourquoi, s'ils n'ont rien à voir, ils s'allient systématiquement? Mais ils ne sont pas alliés, là. Dans toutes les élections, dans les élections municipales, elles ont été multiples. À Toulouse, je sais pas, notamment. Regardez, j'étais j'étais élu en région centre. C'est une alliance PS-LFI. Je viens d'être élu à Tours aux élections municipales. C'était une alliance PS-LV-LFI. Donc cette alliance, elle est manifeste. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup d'électeurs à droite, LR, et ils sont majoritaires chez LR, à souhaiter un rapprochement parce qu'ils savent que pour gagner et pour voir une grande partie de leurs idées s'appliquer, c'est-à-dire la baisse de la fiscalité, c'est-à-dire plus de sécurité, c'est-à-dire un vrai grand frein à l'immigration qui pose de multiples problèmes, eh bien aujourd'hui c'est porté par le Rassemblement national. Ça bouge quand même. Et il faut que ces électeurs en prennent conscience directement et passent directement au Rassemblement national. C'est la meilleure pour défendre vos couleurs? On a la chance d'avoir deux leaders, oui. C'est la meilleure ou pas? Mais on a deux meilleurs représentants, c'est-à-dire Marine Le Pen et Jordan Bardella. Mais je vous ai répondu. On a deux leaders. Vous me dites pas oui ou non, on a la chance d'avoir deux leaders incontestables qui sont aujourd'hui au plus haut dans les sondages. Qui est le meilleur? C'est un duo aujourd'hui. C'est un duo qui est à des niveaux, quand vous regardez le dernier sondage, qui est le meilleur candidat pour porter le RN en 2027 au pouvoir? De Marine Le Pen ou de Jordan? Aujourd'hui, on a Marine Le Pen. On attendra l'issue de ce procès. Et on a Jordan Bardella qui, de toute manière, dans les sondages, peut très bien représenter le Rassemblement national, nous faire gagner. Parce que quand on regarde les derniers sondages, il est donné, par exemple, à 38%. Vous savez que depuis 69, avec Pompidou, on n'a pas vu des scores aussi élevés. Devant d'ailleurs Marine Le Pen, quand il était depuis 60 ans, on n'a pas vu ça en France. C'est-à-dire à quel point aujourd'hui le Rassemblement national, je pense, globalement, aujourd'hui est un mouvement populaire qui agrège des gens de tous les milieux sociaux, de tous les milieux économiques, de toutes les professions, de tous les âges. Vous êtes fort, mais vous êtes isolé. Mais on est passé justement là à 70 communes. Dans tous les sondages, aujourd'hui, Jordan Bardella et Marine Le Pen sont donnés vainqueurs également sur le second tour. Ils ont gagné beaucoup plus de villes que vous. Mais on est donné vainqueurs sur ces enquêtes d'opinion. Il faut rester prudent. Également sur les second tours. Ça montre qu'aujourd'hui, on a franchi des paliers qui sont très importants. Il nous reste une petite minute. Puisque vous êtes député européen, je voudrais juste qu'on parle un tout petit peu d'Europe avec Laurent Geoffrin. Est-ce que vous souhaitez la réélection de Viktor Orban? Oui, Viktor Orban est notre allié. On peut avoir certaines divergences, évidemment, comme avec n'importe quel allié. Le chef de la diplomatie hongroise informait le Kremlin de discussions internes à l'Union européenne. Vous, le patriote, c'est regrettable. Vous soutenez quand même Viktor Orban après moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment l'orientation qu'incarne aujourd'hui la Hongrie depuis 2010 et la victoire d'Orban. C'est ce souverainisme. Une réduction de la démocratie. Ce souverainisme, c'est le fait d'avoir refusé l'immigration de masse en 2015 quand on a voulu lui imposer. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup moins d'insécurité en Hongrie, par exemple, que dans beaucoup de pays occidentaux, et notamment deux fois moins de meurtres par habitant, deux fois moins d'homicides en Hongrie qu'en France. Je pense qu'il a protégé les Hongrois. Ceux qui veulent remettre en cause la démocratie, c'est peut-être ceux qui remettent en cause le choix des urnes. Moi, je pense que la démocratie, c'est demander aux gens ce qu'ils veulent. En l'occurrence, ils l'ont réélu systématiquement. S'il est renversé à ces élections, c'est la démocratie qui aura parlé. Et moi, je suis un démocrate. Parfois, la gauche oublie que la démocratie, c'est le choix des habitants. C'est un entretien. Et on suivra cette élection importante pour l'Europe tout entière. C'est le 12 avril en Hongrie. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Alexander Nikolic, eurodéputé du Rassemblement national, d'avoir été des nôtres.